justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, je sais que vous êtes moitié ici, parce que c'est que vous êtes occupé cette journée. Vous avez une journée extrêmement chargée, donc vous ne pouvez pas faire beaucoup de temps. Vous êtes médias, il y a certains qui sont là. D'autres m'attendent à une cérémonie d'équipe ici. Avec le cortège, je vais arriver plus vite qu'eux. Donc on a préféré dire à certains d'arriver là-bas. Je voudrais donc les saluer pour leur marque de solidarité. Vous savez, chaque fois qu'un de leurs collègues a des activités, ils s'organisent pour être présents au bout de lui, montrer leur solidarité et aussi l'importance que le gouvernement accorde au sujet qui est traité. Dans le cas d'espèces, le sujet qui est traité aujourd'hui, celui de la lutte contre la corruption et le rôle du contrôle du contentieux de l'État, revêt un caractère très important pour le gouvernement. C'est là qu'ils sont mobilisés pour nous suivre. Je voudrais les féliciter et les remercier. Au nom du ministre de la Justice et de la primature dont relève le contentieux du gouvernement. Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur les présidents des structures de contrôle et de vérification, Mesdames et Messieurs les représentants des départements ministériels, Mesdames et Messieurs les chefs des juridictions et des parquets, Monsieur le Président de la délégation spéciale de la mairie de Bamako, bien sûr en hésitant j'ai oublié son chef, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, je ne vais pas créer des problèmes à Madame, soyez sûrs, une audition du Premier ministre, il devait citer son chef avant elle, donc ce n'est pas sa faute. Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Monsieur le bâtonnier des avocats, Monsieur le président des huissiers commissaires de justice, les notaires ils sont plus discrets et ils ne sont pas très nombreux ici. Vous savez, les notaires c'est comme l'argent, ils n'aiment pas du bruit. J'ai constaté seulement que la dernière fois quand j'ai été à l'ouverture de la cérémonie, j'ai constaté qu'en 24 heures, depuis que j'ai tenu à la cérémonie a été dit 270 000 fois. Je me suis dit, mais les notaires, qu'est-ce qu'ils doivent suivre par rapport aux autres? Les autres, c'est 10 000 vues, 20 000 vues, et les notaires, c'est 260 000 vues. Donc ils sont dans leur compteur discrètement, mais ils sont très puissants. Et là-bas, ils nous ont indiqué le rôle qu'ils jouent, la mobilisation des ressources de l'État. Donc un des fidèles alliés du ministre de l'économie et des finances. Même s'ils ne sont pas grandement représentés ici, je voudrais les saluer au même titre que les autres. Monsieur le Président, de toutes les organisations au Mali, elles sont multiples, je reviendrai là-dessus, de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de procéder ce matin au lancement des travaux, la journée d'échange sur le rôle et la place de la Direction générale du contentieux de l'État dans la lutte contre la corruption. Je voudrais remercier la Direction générale du contentieux de l'État pour cette initiative qui consiste à regrouper toutes les parties prenantes à l'action qu'elle mène autour d'une préoccupation majeure afin de pouvoir dégager les meilleures voies pour l'atteinte des objectifs assignés à ce service. Au début, ce n'était pas prévu qu'il soit là, pour montrer l'importance du gouvernement tout entier. C'est pour cela qu'il y a beaucoup qui sont mobilisés autour de moi. L'importance que cette question révèle pour le gouvernement, nous avons tenu à présider nous-mêmes cette cérémonie. Je voudrais donc les rassurer qu'il y a un signe de soutien sans faille à leur initiative, aussi longtemps qu'ils s'acquitteront correctement de leur devoir. Les échanges de ce matin entre collaborateurs et professionnels permettront, j'en suis sûr, d'atteindre les objectifs
dont l'exploitation sera bénéfique pour tous. En effet, l'activité de ce jour fait suite à une journée organisée l'année dernière dont le thème était Journée de l'information et d'échange sous la direction générale du contentieux de l'État. Faut-il le rappeler, mesdames et messieurs, cette journée a été une occasion pour la direction générale du contentieux de l'État d'informer sur ses missions et modalités de fonctionnement. Pour cette année, le thème choisi est Rôle et place de la direction générale du contentieux de l'État dans la lutte contre la corruption. Je crois qu'il doit être très bien inspiré pour être en phase avec le temps. Parce que la lutte contre la corruption est un des éléments essentiels, comme il l'a appelé tout de suite, du programme d'action gouvernemental. Il s'agit là d'un thème, certes, en lien avec les préoccupations de la direction générale du contentieux de l'État, mais au-delà, c'est un des sujets de préoccupation nationale. Mesdames et messieurs, je voudrais ici rappeler, parce que je sais que les juges, beaucoup de fonctionnaires, et ce qui est normal, sont apolitiques, donc ils suivent, ils appliquent les lois. Souvent, les citoyens se plaignent des juges, en oubliant que les juges ne font qu'appliquer. Mais si les lois sont mauvaises, c'est les représentants qui élisent, qui votent les lois. Mais, comme on dit chez nous, on s'en prend toujours là où on est tombé, mais on ne sait pas savoir où est-ce qu'on a buté. Je voudrais rappeler, pour ceux qui l'ont oublié, peut-être ne le perçoivent pas, que la situation actuelle est le résultat des mouvements de contestation populaire. C'est le peuple malien qui s'est soulevé. Ce n'est pas un groupe de personnes, comme certains veulent le faire croire. Les militaires se sont levés des cavernes, ils sont venus prendre le pouvoir. Ce n'est pas vrai. Vous étiez tous là. C'est une contestation populaire de plusieurs années, mais qui a culminé sur les 4 derniers mois de 2020, qui a abouti au changement. Et l'une des revendications majeures pendant ces contestations, l'une de ces revendications du peuple, c'était la lutte contre la corruption et l'impunité. Donc, si le contentieux de l'État prend ce système comme système central, je pense qu'ils sont en phase avec la réalité. Parce que le gouvernement de transition qui est devant vous, ce n'est pas un gouvernement qu'on a voté pour installer. C'est un gouvernement issu de revendications populaires. Le peuple n'était plus d'accord avec ce qui se faisait. Et donc, le fait de s'attaquer frontalement aux raisons qui ont conduit à l'installation de ce gouvernement, je pense qu'il faut le mettre au crédit du contentieux de l'État à tous les acteurs de la justice. Parce qu'ils remplissent parfaitement leur rôle, c'est d'être en phase avec le peuple. Parce qu'ils sont là par le peuple, comme on dit, et pour le peuple, et au service exclusif du peuple, qui a bien entendu des dérives dans toutes les professions. Sauf que dans la justice, ça frappe. Et donc on croit que c'est les juges. Mais si vous prenez des ingénieurs, on voit des maisons qui coulent, avec des morts d'hommes, mais on ne parle pas beaucoup. Pas des juges passés, souvent une justice mal rendue, ça casse des vies humaines souvent. Et c'est pour cela que vous savez, dans certains États, il y a des matières qu'un étranger ne fait jamais. La justice, la santé, il y a des pays où on ne peut pas les étudier. Ils n'acceptent pas qu'un étranger, après la justice chez eux, ou fasse de la médecine. Parce que c'est deux secteurs qui ont la vie des hommes en main. La vie de quelqu'un peut être cassée pour rien. Moi, je le sais personnellement, parce que dès le tendre âge, à 14 ans, et plus tard dans tout le tour du parcours, j'ai vu le rôle, souvent positif, souvent négatif, des acteurs de la justice.
la vie a failli être cassée. Moi, j'ai abandonné l'école en 1970 à cause d'une injustice. J'ai fait un an en patrouille à l'extérieur. Je suis allé au Niger. C'est ce qui m'a fait dire au premier du Niger que j'ai failli être un citoyen nigérien d'ailleurs. Mais après un an, je me suis dit, il faut retourner à l'étude. C'est la seule façon, peut-être, qu'à mon bonheur est là. Je suis venu étudier. Quand j'ai commencé l'action politique, plusieurs fois, des juges ont voulu, des politiques ont voulu instrumentaliser des juges. Mais chaque fois, j'ai eu la chance, une grande chance, de tomber sur des juges véritables en vertu, qui en lisant leur dossier, dans leur intime conviction, se disent je ne peux pas faire cela. Peut-être que ça peut nous poursuivre là. Mais j'ai vu aussi des cas où des gens ont été condamnés, mais ceux qui les ont condamnés ont été se confier à d'autres pour leur dire honnêtement ce que j'ai fait, ce n'est pas ma conviction, c'est sous la pression. Et donc, il faut imaginer les hommes de pouvoir, l'impression qu'ils ont dans la société. De tous les côtés. Ils sont, comme on dit, entre le marteau et la clé. Le peuple vote des lois par ses représentants. Il conteste, il applique les lois. Celui qui est condamné aussi conteste, et toute la société se met à les condamner. Mais nous sommes comme une chose que j'ai toujours dit. Un État, c'est la force de le pouvoir. La force pour s'opposer à quiconque veut s'imposer au reste de la société par la force. Violemment. Et il pouvoir pour défendre la société, pour défendre les plus faibles, pour défendre la vie. Quand il y a une justice dans une société, c'est un acte de stabilisation de la société. De la même façon, lorsqu'on démantèle l'armée, on rend le pays fragile. Lorsque la justice marche, vous savez, quand les juges rendent un verdict, celui qui est condamné n'est jamais content, celui qui a perdu. Mais s'il sait dans son intime conviction, et la société sait qu'il a tort, il avale sa colère. Mais s'il sait, la société sait que c'est de l'injustice, c'est quelque chose qui reste à vie. Les gens n'oublient jamais. Jusqu'à leur mort, ils vont chercher à redresser ce tort. Et donc, quand une justice marche bien dans un pays, c'est un moyen de stabilisation de l'État. J'ai fait quelques rappels et d'autres que je ferai parce que la justice est une exigence forte aujourd'hui pour la refondation de la société malienne. Ce n'est pas pour rien que lors des assises nationales de la refondation, cette question a été au centre des débats et des principales résolutions qui ont été prises. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de rappeler que la corruption est un phénomène social, politique et économique complexe qui touche tous les pays, toutes les sociétés. Il n'y a pas un pays, il n'y a pas une société où il n'y a pas la corruption. Les pays qu'on pense les plus vertueux, il y a même un terme frappé fort. Souvent, c'est des ministres qui sont pris, jugés et fusillés. Ça se fait maintenant. Je ne veux pas citer des pays. Des gens très puissants, mais qui tombent un jour sous le coup de la justice, parce qu'ils ont oublié pourquoi ils sont là. Elle sape les institutions démocratiques quand elle est mal rendue, ralentit le développement économique et contribue à l'instabilité gouvernementale. Le cas le plus illustratif, je reviendrai. Au Mali, le changement de régime est issu de l'injustice, de la justice mal appliquée pendant des années. Finalement, la marmite qui gouvernait a explosé. La conséquence, c'est que nous nous retrouvons aujourd'hui et tous les Maliens ont le devoir, qu'ils soient parmi ces manifestations, parce que ces manifestations, c'est peut-être 1 million, mais les Maliens sont 22 millions. Ceux qui manifestent à ce qu'ils appellent le peuple. Mais la population du Mali, c'est 22 millions. Et tout ce que nous faisons
le faire au bénéfice des 22 millions. Mesdames et messieurs, la corruption touche dans tous les domaines de la société, impact de façon négative qui dirige les réalisations des objectifs de développement durable, d'où l'urgente nécessité pour les gouvernants d'apporter une réponse appropriée au phénomène. Au Mali, mesdames et messieurs, la corruption existe depuis plusieurs années. Comme dans tous les pays d'ailleurs, des actions ont été entreprises depuis la Première République. Pour ceux qui ont un certain âge, vous vous rappelez des fameuses opérations taxi. Ce qu'on appelle les fêtes de l'indépendance. Ceux qui étaient là le 22 septembre 1960, lorsqu'on proclamait l'indépendance du Mali. Vous savez que beaucoup se sont retrouvés en marge de la société. Ce qu'on appelle l'opération taxi à partir de 1966. Bien sûr, les politiques utilisent souvent la lutte contre la corruption pour régler des comptes. Mais c'est pour vous dire que ça existait depuis ce temps. Dès l'installation du Mali, c'est maintenant que vous entendez les gens dire « Ah, la corruption c'est maintenant ». Mais ce n'est pas vrai. La corruption c'est dans toutes les sociétés, à toutes les périodes de l'histoire. Et au Mali, ça a commencé depuis la lutte contre la corruption, depuis la Première République. Vous avez vu ensuite la lutte contre les biens illicites et la corruption. En son temps, il y avait une commission spéciale sous la Deuxième République. Pratiquement tous les cadres du Mali ont été visités. Chaque cadre, surtout ceux qui occupent des responsabilités, avait son dossier. Et quand le régime a changé, on a pris tout ça au placard et puis les gens sont mis à danser dans la rue. C'était comme là de Cocadiel. Au lieu de Cocadiel, on a sali. Sous le discours ambiant, certains se sont présentés propres. Vous trouvez certains anciens qui disaient « Ah, en notre temps, il n'y avait pas ça ». Comme si en notre temps, il n'y avait pas la corruption. Comme je vous ai dit, ça existait tous les régimes. C'est les formes qui diffèrent. Il y en a qui le font de façon plus intelligente. Dans ce cadre, on peut rappeler les états généraux de la corruption et de la délinquance financière en 2009. De même, un dispositif juridique institutionnel a été mis en place. Moi, j'ai assisté personnellement à ces débats. Comme je prends beaucoup de notes, j'ai noté seulement que beaucoup de belles intentions ont été énoncées. Mais la corruption ne s'est jamais développée au Mali, jusqu'après ce forum. Parce que plusieurs structures ont été créées. Chaque président qui vient, il crée sa structure, bureau du vérificateur général, l'Office central de lutte contre la corruption, le contrôle des services publics et des inspections ministérielles, la cellule nationale de traitement des informations financières. Malgré ces multitudes structures, ces dernières années, la corruption a littéralement organisé et désarticulé, disons désorganisé et désarticulé la société malienne. L'outil de défense a été atteint par la corruption. Vous savez, moi j'écoute souvent, je m'intéresse beaucoup, j'écoute des grands généraux étrangers pour mettre dans la tête des Maliens qui n'ont pas d'armée. C'est eux qui donnent des interviews. Ah, au Mali, il n'y a pas de militaire. D'ailleurs, quand on rentre dans l'armée, on veut être général milliardaire. Moi, j'ai écouté ça. Mais c'est des officiers étrangers. Ils racontent des anecdotes, ce qui se fait sur le terrain. Comment la corruption a gangréné l'outil de défense. Mais en réalité, ce sont les mêmes qui encouragent ceux qui sont là. Parce que leur objectif, c'est la désarticulation, bien sûr, de cette outil de défense. Il fallait donc répandre cette gangrène. L'outil de défense a été désarticulé. L'école, avant, on disait que les Maliens étaient parmi les meilleurs. Nous sommes de la génération où pratiquement dans les grandes écoles, c'était toujours les Maliens parmi les premiers, par les 3, 4, 5. Dans la sous-région, il y a beaucoup d'écoles sous-régionales qui avaient été faites. Les Maliens étaient souvent parmi les premiers. Le président m'a même dit un jour que certains lui ont demandé comment vous faites au Mali. Et pourtant, c'était un régime dirigé par un militaire. Donc les enseignants ont passé tout le temps pratiquement à être en conflit avec
de régime politique, et pourtant l'enseignement avance. Souvent, quand les gens finissent l'INSUP ici, ils enseignent au lycée. Mais quand ils vont dans certains pays voisins, ils enseignent à l'université. Quand ils finissent l'INSEC pour enseigner au lycée et dans les écoles fondamentales, ils enseignent dans les lycées. Mais ce temps-là, à un moment donné, c'est révolu. Au moment où on avait la direction, les 75% de la direction, c'était des enseignants. Donc la corruption a gangréné l'outil de formation des Maliens. Et l'école est tombée. Au point que dans la sous-région, quand on fait le bac, les vauriens, les derniers, ils viennent faire les examens au Mali. Et ils passent parmi les premiers. La solution qu'on a trouvée vers la fin, on a harmonisé la période des examens dans l'espace 8 mois. Parce que les derniers de certains pays voisins venaient chez nous, ils faisaient les bacs comme candidats libres et puis ils étaient les premiers. On a fait tomber l'école. La corruption. La corruption a continué à gagner l'emploi. À notre temps, ce n'était pas les plus beaux, vous savez, chaque fois que quelqu'un parle, il dit à notre temps, c'était. En réalité, pendant tous les temps, il y a quelque chose. Ça dépend de façon de se tenir. En tout cas, notre cas, c'est plus pauvre. Tu travailles, tu es sûr de réussir. Les histoires de bras là, nous, on n'a pas connu. On est venu à Bamako pratiquement sans chaussures. Mais à force de travailler, on a eu des bourses pour aller à l'extérieur. On a étudié, on est venu. On a fait des concours sans aucune intervention. Mais maintenant, depuis le bas âge, on met dans la tête des enfants qu'il faut des interventions. J'ai rencontré une fois des jeunes, je ne veux pas mal parler de leur organisation, quand ils ont parlé de leur droit, ils disent, mais vous là, et les droits de vos parents, est-ce que votre organisation là, ça existe en France, ça existe en Russie, ça existe aux États-Unis? Ils me disent, non, ça existe en Côte d'Ivoire, au Gabon, ça c'est des garçons. Et vous savez, après la cérémonie, leur chef vient me voir. Il veut une bourse pour aller à l'extérieur. Il dit, non, ça c'est terminé. Si vous êtes parmi les meilleurs à partir à l'extérieur, vous avez une bourse. Il dit, on n'est pas obligé d'aller à l'extérieur. Les meilleurs juges qu'on a au Mali, ils ont fini les NAO. C'était le mythe de croire qu'il faut aller à l'extérieur pour être bien formé. Les formateurs maliens, les enseignants, lorsque les gens ont confiance en eux-mêmes, nulle part vous ne trouvez des gens meilleurs. Quand il est dit d'aller au ministère, il dit non, il ne peut pas aller. Il dit, mais pourquoi il n'a pas eu la moyenne? Il dit, mais il n'a pas la moyenne, il veut que moi j'interviens, du coup tu tiens une coup. Ça c'est terminé, ce n'est pas moi. Pour vous dire comment on a travaillé le mental déjà. Pour passer au concours dans ta fonction publique, qui tu connais, chaque année 3 milliards, 4 milliards sont donnés sous les tables, 3 millions, 2 millions, souvent qu'on veut aller à la douane, à la justice, aux impôts. On a vu ça des années. Des ateliers qui sont fabriqués au Mali. On fabrique des faux diplômes. Des gens se retrouvent dans des fonctions sans aucune qualité. Parce qu'ils ont des parents de l'administration. Parce qu'ils ont acheté des faux diplômes. Ils s'imposent, tout le monde a perdu. C'était même le directeur a perdu. Et tout ça, c'est la corruption. Pour vous dire que on a l'impression, souvent, que chaque nouveau pouvoir qui vient au Mali, il crée ses structures. Il les fait voter à son assemblée. Et les pauvres juges, tout le monde les tape dessus. Ah, les juges ont fait ça. Les juges ne sont pas suivis au Mali. Alors que les juges ne vont qu'appliquer. C'est vrai. Ils aussi profitaient. Parce qu'il y en a aussi qui prennent les chemins obliques là, d'aller tout droit. Et à cause de 2-3 brebis galeuses, souvent on accuse tout le corps. Moi j'ai insisté sur ces choses-là parce que je les ai beaucoup étudiées avant d'être là au-dessus. J'essaie de comprendre les phénomènes qui bloquent notre société. Je vous assure que souvent, moi je suis un homme politique, les politiques disent que je suis contre personne, mais je vous assure que dans un pays, c'est la direction politique qui donne le tempo. On dit que Camille Biagui, Abba Nyambo Flé.
Si les dirigeants sont vertueux, il y a des choses qui se feront jamais. J'ai dit l'autre jour à des gens, personne n'est fou pour aller dans un hôpital qui peut lui vendre intérêt. Personne n'est fou pour aller dire à Moussa Traoré qui peut lui vendre intérêt. Il a fait 23 ans ici au pouvoir, il a quitté, il n'avait même pas de maison. Mais après, nous on a tout intérêt. Parce que depuis là-haut, on a commencé à imprimer la marque. Et tout le monde s'est accouplé dans la presse. Parce que Nima, quand on dit que j'ai des mounis, il va dire jusqu'à mourir, ça vient d'avoir même une maison. C'était ce demande même à l'ancien président. Je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas cherché de maison? Il dit, lui n'est pas venu pour ça. Il n'a qu'une maison en Banco, il a construit pendant qu'il était l'armée française. Et puis une maison de 12 millions qu'à l'hippodrome. Un président qui fait 23 ans, est-ce que vous pouvez imaginer ça aujourd'hui? Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que vous avez des gens qui sont très riches, mais le pays est pauvre. Actuellement, le président a lancé récemment une initiative sur la digitalisation des résultats de l'administration. Je vous assure que quand on va donner les résultats, il y en a qui ont des cheveux blancs, là, ils vont noircir. Je ne dis pas que vos cheveux vont blanchir, ils vont noircir. Parce que vous vous rendez compte que vous êtes dans un pays, déjà il y avait tout ça, en Takalam. Dans certains lieux, on est allé de 2 à 20 milliards en si peu de temps. Dans des coins où on avait quelques centaines de milliers, on est à plusieurs dizaines de millions aujourd'hui. Mais tout ça, c'est la corruption. On a généralisé. Et ça, c'est, je vous assure, que c'est les Kamine Mongola. Oubafle, Abemina, Yukurumina. Il est dans le tripatouillage là. Tous les autres Kamis là aussi veulent rentrer dans le tripatouillage. Et le Kami qui ne le fait pas, c'est tant pis pour lui. Hein. Donc, je voudrais dire ça pour vous dire que dans le pays, c'est la direction politique qui imprime la marque. À côté de ces structures, mesdames, messieurs, d'importantes réformes législatives ont été faites ou sont en cours. Vous pouvez noter la relecture en cours du code pénal et de procédure pénale. Monsieur le ministre de la Justice, je voudrais vous saluer particulièrement parce qu'il y a beaucoup de nouvelles mesures que nous sommes en train de prendre. Je le sais parce que c'est pendant plus de 30 ans, tout ce qui s'est fait dans l'administration judiciaire. J'ai dit à quelqu'un l'autre jour que tous ceux qui ont grade de général jusqu'à commandant, moi je les connais tous. Tous les grands juges là, les gouvernants, tous les grands politiques là, je connais beaucoup d'entre eux qui trompent les gens souvent. Vous êtes ambassadeur là, ils ont les conditions là-bas, et puis viennent dans les meetings, ils sont très haut, trompent tout le monde, et on applaudit. Enfin, mesdames et messieurs, conformément aux résolutions des assises nationales de la refondation, le gouvernement de transition a adopté une stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action. L'adoption de cette stratégie prouve à suffisance l'engagement des autorités de la transition à éradiquer le fléau. Je ne dirais pas qu'on va en finir. Ça, c'est de l'angélisme, c'est du mensonge. La corruption ne disparaîtra jamais. Le rôle du gouvernement, c'est de minimiser les effets de la corruption sur nos développements, sur nos citoyens, sur nos outils d'organisation de nos sociétés, l'armée, l'école, la justice, tous les autres corps. C'est ça le rôle du politique. Mais celui qui vient devant vous pour dire que si je viens au pouvoir, il n'y aura plus de corruption, ça c'est comme un candidat au Mali qui avait dit au président tel que le jour où il sera président, il n'y aura plus de moustiques au Mali. Et puis, heureusement qu'il n'a pas passé. Parce que s'il avait passé, je crois que 6 mois après, si je donne les parents, les paliers allaient sortir, tous les chasser du pouvoir. Donc moi, je ne veux pas être ce candidat qui vient vous dire que le gouvernement de transition va faire en sorte qu'il n'y ait plus de corruption. Nous devons minimiser, comme les autres, frapper fort, de manière à ce qu'on ait le moins de résultats négatifs. C'est comme les élections. On ne va jamais supprimer totalement la fraude. On fait tous les pays qui se disent les plus démocratiques, même leurs présidents, après leur échec, vont dire qu'il y a la fraude. Il y a des pays qui nous donnent des leçons. On se rend compte après qu'il y a des morts qui ont voté. Donc ça veut dire que vous ne
pouvez jamais trouver des élections propres à 100%. Mais on tend vers ça. On met les instruments pour que les contestations soient les moins possibles et ne remettent pas en cause la légitimité des institutions. C'est la même chose que la corruption. Vous savez, celui qui se tient devant vous a le titre d'être clivant. Le ministre il est clivant. Il divise les Maliens. Mais j'ai dit, mais pourquoi il ne peut pas être clivant? Est-ce que vous savez que la première fois où j'ai rencontré mes homologues, quand il leur a dit que notre objectif c'est de réformer le pays, de faire la refondation, le porte-parole a pris la parole, il me dit, mais vous êtes là pour combien de temps? Vous êtes là pour faire une sélection des années. C'est le gouvernement qui viendra, qui va faire des réformes. C'est un discours spécifique, c'est très juste. Celui qui écoute ça, ça l'emballe. Mais c'est quel gouvernement? Celui qui parlait comme ça, il fait partie du gouvernement qu'on a chassé. Mais je lui ai dit, mais si toi tu mets toi, je peux quoi? Il y a une histoire de comment de rien à faire. On veut refonder parce que tout ce qui est fait là, on pense qu'il n'est pas bon ou il faut l'améliorer. À partir de ce moment, maintenant, on ne peut pas s'entendre. À partir de juin 2021, nos sociétés se divisent en deux. Ceux qui disent faisons les élections tout de suite pour installer des institutions démocratiques. Et ceux qui disent réformons le pays d'abord. Mais imaginez qu'on fasse les élections en 2022. Et ces forces internationales qui étaient là en train sur le voile qu'on nous a mis sur la tête. MINUSMA, Barkhane, G5 Sahel, Takuba, ECAP, EUTM, et que sais-je encore, tous ces voiles dont la finalité c'est d'entretenir le terrorisme jusqu'à ce que tous les acteurs qui parlent beaucoup comme nous et les autres là, ils disparaissent. Soit ils meurent, soit ils sont vieux, soit ils se retirent de la scène. Et ensuite on aura des jeunes qui veulent la belle vie, qui veulent voyager, qui veulent avoir des bonnes associations à l'extérieur. Parce que vous savez comment ils font avec nous. Vous les voyez quand ils sont en public, ils se tapent dans les épaules, chers amis et frères. Mais quand ils rentrent dans les chambres, ils vont les menacer. Si tu ne fais pas ça là, on va te rappeler, on va te détruire, on va détruire ta famille, on va t'éliminer. Et finalement, le monsieur il sort, il vient gaillardement devant tout le monde, il dit de faire des changements, vers très haut. En réalité, il a appliqué les recettes qu'on lui a données. Donc, les gens attendaient qu'on fasse 20-30 ans dans cette situation, avec ces forces magnifiques qui étaient chez nous. Parce que nous nous retrouvons avec 55 000 forces armées. 55 000. Pendant la même période, les terroristes qui étaient confinés au nord du Mali envoyaient 80% du Mali. Et aller vous vous rappelez au Burkina, personne ne parlait qu'il y avait les terroristes, c'est là-bas que les discussions se faisaient. Parce qu'il y avait peut-être quelqu'un qui pensait que c'est en présence de lui qui pouvait dire au pouvoir. Les terroristes ont envoyé le Burkina au Mali aujourd'hui. Les terroristes ne sont pas au Niger. Il a envoyé. Il allait frapper à Grand Bassam. Maintenant, il est dans la zone du Golfe. Mais on avait 55 000 forces armées sur nos territoires pendant ce temps. Donc, ça veut dire que ce qu'on dit, c'est pour nous endormir. L'objectif ultime, c'est de créer le désordre, c'est de faire confiance à notre armée. C'est pour qu'on se dise qu'il faut des armées étrangères pour nous sauver. C'est pour cela que certains pensent que les jets musulmans des fleurs militaires, en disant que c'est des monnaies pour. En réalité, si on n'avait pas eu la chance d'avoir cette arme, non, c'est le problème. Notre combat est aujourd'hui. Moi, en fait, je suis que je ne sais pas là. Et je ne suis pas sûr que c'est un séminaire va se faire. Mais c'est les mêmes militaires. C'est le même pays. Qu'est-ce qui a changé? Le leadership. Ça veut dire que dans nos pays, on nous a mis dans la tête qu'on est des pays pauvres. Ce n'est pas vrai.
Et quand vous entendez les gens à la télé, ah, nous, des pays pauvres, nous avons besoin de faire ça, nous sommes un pays pauvre, il faut nous aider. On n'est pas pauvre. On nous a voulu dans la tête. On nous a fait comprendre qu'il fallait des forces étrangères sur nos territoires pour nous ramener la paix. Et moi, j'ai rappelé à certains, parce que je me documente et m'informe beaucoup depuis plus de 30 ans. La première fois où des hauts responsables de l'Union européenne ont fait une réunion stratégique avec des responsables politiques africains pour demander est-ce qu'à l'horizon 2012-2015, il ne sera pas nécessaire qu'il y ait des forces armées de l'Union européenne dans le Sahel. 2000, ça s'est tenu dans la capitale des pays voisins. Est-ce que vous savez que c'est la délégation malienne qui a pris la parole les premiers pour justifier pourquoi cela est nécessaire? C'est pour vous dire que rien ne se fait au hasard. Rien ne se fait au hasard. Pendant ce moment, les masculins l'armée, pas de formation, pas d'équipement, pas d'entraînement, mais le Mongol la guerre, ici voyage, les hommes politiques voyagent, les jugent correctement, on les met au placard, ceux qui font les jeux du pouvoir, on les nomme, on les propulse, et la société a été totalement désorganisée. On a commencé, comme je dis, les rails, l'espace qu'on ne doit pas occuper en dehors des rails, 50 mètres, on va jusqu'à 10 mètres. Après les 10 mètres, on construit sur les rails. Après, on trouve les ministres qui conduisent la privatisation même du système des rails. On va à une société étrangère. Ensuite, on va à l'énergie, on va à une société étrangère. Ensuite, on va à la CNDT. Ensuite. Moi, j'étais ministre de l'industrie du commerce, je ne dis pas de ces choses-là parce que je le sais. J'étais ministre de l'industrie du commerce. On s'est opposé comme on peut à la privatisation du pays. Mais les forces qui ont décidé de nous soumettre étaient plus puissantes. Lui, comment pour donner 4 milliards d'impôts et taxes chaque année en ce moment. Et le ministre des Finances, Aboubacar Traoré, il nous avait soutenu ce jour. Mais j'ai vu des ministres qui n'ont jamais parlé, ils étaient là comme des cartes. Porte-parole du gouvernement qui n'a jamais parlé, ou des gens qui n'ont jamais parlé dans le gouvernement, qui ont pris la parole ce jour-là pour justifier pour qu'on doit privatiser. Le résultat, c'est que l'Uco est tombé dans le noir après. On a détruit l'Uco. Parce que ça marche. La CNDT, on a failli faire la même chose. Nous, c'était la clairvoyance et le résultat catégorique du président. Et ils ont fabriqué tous les documents pour dire qu'il faut privatiser. C'est la même chose. La Sonarem a fait les recherches fondamentales. Quand on a découvert tout l'or au Mali, au lieu de l'exploiter pour que l'or brille pour les Maliens, pour ainsi dire, on a donné à des étrangers. Ils prennent l'or, ils s'en vont. Donc, il y a quelques responsables ici. On finance. Il y a quelqu'un qui a transféré 800 millions de francs CFA à son enfant dans les pays étrangers. C'est le trafic qui a trouvé la guerre. Mais le ministre a continué à être ministre. Vers plus tard, il voulait même devenir président. Moi, je le vois dans les débats. J'ai dit, mais toi aussi. Et comme vous voulez que le président me dit, quand on va marcher, parce que nous ne pas de Manchao. Mais je fais de ça. Et ça, c'est les politiques. Après, on a pris les juifs, on a pris les militaires, on a pris ici. Mais les militaires, là, quand ils vont au front, c'est pas eux qui achètent les armes. C'est les politiques qui les achètent. Quand on dit qu'on envoie 200 militaires ou 300 quelque part, en réalité, dans les églises, c'est 200, 300. Mais dans les faits, il n'y a que 100 qui partent. Sur les 100, on donne les armes à 50. Sur les 50, il n'y a que 25 dont les armes sont chargées. Mais ils sont dérivés partout. Ils s'informent, ils tombent sur le camp et ils jouent. Mais ces militaires-là, soit ils fuient, soit on les tue. Mais celui qui a trahi, ce n'est pas les militaires. C'est celui qui était chargé de l'acheter. Je donne souvent
Je pense beaucoup, c'est pour que vous compreniez. Je sais que chacun va dire que c'est à la Katia. Mais après là, chacun va prendre la danse qu'il veut. Il y a à boire et à manger. Parce qu'il y a des questions que certains ne voient pas ou ne connaissent pas. Vous voyez la bande de Deliman. Je donne ça l'exemple. Ou bien la bande de Inates au Niger. Je peux donner l'exemple. Cette base, c'est financé par l'UNISMA. Elle est construite par Bagani dans le désert. Et s'il vous plaît, on a oublié de faire un forage. Donc les militaires n'ont pas d'eau. Ils sont venus de sortir. L'État malien n'a pas les moyens d'arriver des eaux minérales partout. Ils vont dans les hameaux, ils cherchent des puits, prendre de l'eau. Les terroristes, comme ils ont des relais partout, juste souvent au cœur du pouvoir, s'informent. Ils scrutent tout ce que les gens sont en train de faire. Puis un jour, pendant qu'ils sont en train de puiser de l'eau, comme tous les îles, ils prennent le camion. Au lieu de bains d'eau, on le charge, on bonbonne d'explosifs. On va rentrer dans le camp, on porte les habits des militaires. On fait explosif. Les militaires meurent. Ceux qui restent en vie font 7 heures de temps. 7 heures en train de demander des ordres. Il y a des hélicoptères de l'administration, des hélicoptères de Barkhane. Les pays sont pas venus faire la guerre. On dit tous les militaires. On donne des drapeaux, c'est des postes communes, on pleure, on amène quelques millions, on leur va à la Podo, à la Kadinoula, puis on passe. Au Niger, on fait la même chose à la Badinates. Moi, je suis de télécommunications. Quand on fait un outil de télécom, vous faites des solutions de réserve. Mais là, on met une station de communication avec le commandement. Donc les terroristes viennent pour exploser cette base. Donc les militaires n'ont plus de relais ça avec leur commandement. Les ennemis, les drapeaux, les antennes, et les radios disent ah, les soldats militaires sont tous massacrés. Ils ne valent rien. C'est comme ça. Mais ça en s'appuyant sur des cadres. De chez nous. Et récemment, on a perquisitionné chez un ancien président. Qu'est-ce qu'on trouve? Lui, sa femme, ses enfants, et lui sont tous des passeports étrangers. Donc c'est des étrangers qui dirigeaient ce pays-là. Et puis on a trouvé sur la liste un Malien qui est dans le réseau de ceux qui ont juré fidélité à un pays étranger. Et ces gens occupent de votre fonction chez nous. Ministre des Finances, ministre de l'Administration, ministre de la Défense. Et je vous explique tout ça pour que vous compreniez. Tout ce que je vous dis là, c'est documenté. J'ai les documents et les noms. Ou bien la mesure que le ministre de la Justice vient de prendre. Les biens mal acquis là, comme il les appelle, quand il peut tomber sur toi là-bas, on dit qu'il a acheté des habits. Vous avez entendu un président, il s'était construit récemment, qu'il achète des vestes là-bas, c'est des biens mal acquis. Mais ici, le monsieur, il fait tout ce qu'il veut, il s'entend avec les policiers. Il fait ses 10 ans, après il vient, il vous dit qu'il y a la prescription. S'il a pris 10 milliards, il prend 1 milliard pour se faire élire, et puis il devient un beau parleur. Il parle très fort. Celui qui l'embête, c'est l'idée. Qui m'a poussé, c'est précis. Et il devient un grand leader. Voici comment on est pris à l'autre. Moi, j'en connais beaucoup au Mali. Des gens qui devaient aller en prison. 10 milliards, 20 milliards. Mais après le temps de prescription, qu'est-ce qu'ils disent aux gens? Il n'y aura rien compris. Le temps est prescrit. Donc, les nouvelles mesures que la justice malienne, sous le leadership du ministre de la Justice, a trouvé, c'est une formule. Me semble-t-il qu'il permet de minimiser les risques que nous avons. Je le répète souvent, mesdames et messieurs, dans un pays, il faut que nous, les dirigeants, on ait tout en tête. Il y a le bon Dieu, il y a le peuple, il y a les lois. Lorsque les dirigeants agissent en dehors de ça,
soyez sûrs, toujours, si vous regardez tous les régimes qui sont succédés au Mali, moi je suis en train de faire un livre sur tous les présidents, quelles étaient leurs qualités, leurs erreurs. Chaque fois, la veille de leur chute, il y a eu l'arbitraire. Et généralement, c'est leur entourage. Sinon, le président lui-même, il n'y a rien de tout. Mais c'est la corruption qu'on utilise. Et comme Amadou Ampateba dit, il dit le pouvoir là, c'est comme l'alcool. Premier verre là, vous sautillez comme un cabri. Vous êtes très puissant et très content. Deuxième verre, vous devenez fort comme un lion. Tout le monde a peur de vous. Tout ce que vous dites est vrai. Troisième verre, vous devenez comme un cochon. Vous détruisez tout ce que vous avez construit vous-même. Et vous devenez impopulaire. Pendant qu'on vous acclame au début, on commence à vous détruire. C'est comme ça, ça arrive souvent chez nous. J'ai l'habitude de dire à mes amis, je le répète tout le temps d'ailleurs aux gens de mon mouvement. Je dis, vous savez, le courage, un marigot, il y a des caïmans. Vous ne pouvez pas les traverser avec le courage d'autrui. Si ce n'est pas votre courage personnel, quittez doit là. Donc quand on devient un lion là, on va vous rentrer. Vous pouvez traverser le marigot. Mais quand vous rentrez, quand les caïmans sortent là, tout ce qu'ils vous disent de rentrer là, vous pouvez tout nous. On va les dire, si c'est des hommes là, ils rentrent sous le lit, ils disent à leur femme, s'il y a des visiteurs là, vous voulez que je voie le lit. Lui, il est sous le lit. On va faire ça, ils vont faire, nous sommes vos alliés. Israël en a été maquillé. Donc, il faut beaucoup faire attention. Et les juges, vous avez un rôle extrêmement important. Je le dis, je le répète aussi longtemps que je vais avoir le cas. La même façon où l'armée stabilise le pays, c'est la même façon que la justice stabilise le pays. La justice est un instrument de stabilisation de notre pays. Mesdames et messieurs, quand je dis que dans un pays qui a Dieu, le peuple et les lois, le peuple, Dieu parce que c'est lui qui donne le pouvoir. Et ça, moi je suis convaincu. Il y a 5 ans, si on vous a dit que vous aurez un ministre qui va parler comme ça, jamais il devait être en prison d'ailleurs. Dieu en a décidé autrement. J'ai dit c'est le peuple. Parce que c'est le peuple qui a décidé de changer les choses. Et les lois. Les lois, celles qui ne sont pas bonnes, on les change. Celles qui sont bonnes, il faut veiller à leur bonne application. Là où il y a des insuffisances, on essaie de les corriger. Comme il dit, les nouvelles dispositions qui sont prises par la justice malienne, c'est pour corriger au fur et à mesure. On ne peut pas tout faire. Nous avons beau avoir les meilleures stratégies de lutte contre la corruption, mesdames et messieurs. Si nous ne changeons pas nous-mêmes, la corruption ne sera jamais vaincue. Un homme doit avoir peur ou avoir honte. Quand dans un pays les gens n'ont pas peur, ils n'ont pas honte, c'est fini, c'est la décadence. Il doit avoir peur du marteau de la justice qui est rendu au nom du peuple. Il doit avoir honte d'être regardé dans la justice. Il y a des pays quand des leaders sont accusés de corruption avec des preuves, même des dirigeants des grandes sociétés, ils vont se suicider parce qu'ils ne veulent pas que la société sache qu'ils sont comme ça. Dans ces pays-là, vous savez, à l'école, la matière qui a le plus grand corruption, c'est la morale, c'est l'éthique. Ce n'est pas les mathématiques, la chimie, l'histoire, quelle que soit la société que vous faites. Depuis le bas âge, on modèle l'esprit des enfants jusqu'à apprendre à être honnête. C'est pas là où on dit que si vous ne voulez pas vous dire que vous êtes un mauvais. C'est pour cela que ce qui nous différencie, mesdames et messieurs, des autres vivants, des autres êtres vivants, c'est la honte. La peur, un animal s'il a peur, il ne va pas là-bas. Ça c'est tous les êtres vivants. Mais la honte, les animaux n'ont pas honte. Et l'homme doit avoir honte. Je vous dis tout ça parce que la lutte contre la pollution, on en parle depuis des années. Et ça ne va pas finir avec ce régime. Mais nous devons faire un grand pas. L'homme doit avoir honte, peur ou l'aider à la fois. D'ailleurs, un célèbre universitaire malien, Féchiban Koulibaly, paix à son âme, disait, sous la Première République, les Maliens avaient honte de voler.
Sous la deuxième, il avait peur. Sous la troisième République, il n'a ni honte, ni peur. C'est en 1996. Moi, j'étais dans une réunion politique. Il y a une idée qui s'est levée. Il dit, ah, moi, je ne vais pas m'asseoir avec ce monsieur-là. C'est le défenseur de la dictature. Moi, je ne veux pas m'asseoir dans la même salle. Quand il a fini de demander la parole, il dit, toi, qui es contre Moussa Traoré, c'est pas tout. Ton père dirigeait une pharmacie, il a volé la guerre en Allemagne. Il ne vient pas nous raconter des histoires que c'est à cause des Maliens qu'il faut continuer. Deuxième chose, pendant la guerre, nous avons mis les 4 km qui sont arrivés à notre territoire. Vous savez, les premiers là, on dit le Mali c'est 240 km. Et aujourd'hui, on dit que 141 000 et nous là, kilomètres carrés. Et ça s'est ajouté après une guerre que tout le monde connaît. Mais pendant cette guerre, le monsieur qui parle comme ça, il était en train de manifester contre le Mali. Donc il est dit, moi je connais l'histoire. Quand il n'a pas de fils de voleur, donc je prends mon sac et je sors. Mais moi, on a un doyen qui a dit, bon, les jeunes calmez le coup. Peut-être personne n'a oublié le nom qu'on a dit, bon, les jeunes calmez le coup. On fait notre réunion pour laisser ces choses. Tout le pour Mali, parce qu'il y a des gens qui se font passer pour des gens vertueux. Alors qu'ils n'aiment pas le pays, ils ne cherchent que leurs intérêts. Le monsieur dont je parle, on lui a fait des rappels. On l'a intégré à la fonction publique, arbitrairement, pendant que ceux qui étudient n'ont pas dit. Bon, ce sont ces gens qui sont là qui font que notre pays ne pas avancer. Et votre rôle, c'est de les minimiser. Je voudrais donc rappeler ceci pour que les détournements au niveau de l'armée, de l'école, vous savez, le président vient de nous dire, d'après les instructions de l'éducation, ces histoires de repêchage là, avec nous, celui qui a la main, il passe, qui n'a pas la main, il passe. Mais avant, qu'est-ce qu'on faisait? On amène les gens dans la classe. Il y a 30, on a besoin de 30 élèves, les 30 passent, quel que soit l'examen qu'ils font. Donc, on fait du remplissage. On amène des réformes dans l'école. Mais ceux qui amènent les réformes, leurs enfants ne les suivent jamais. Je donne l'exemple de l'école Liberté qui est chez nous. Dans les années 70-80, quand vous partez là-bas, c'est quelques élèves. Mais aujourd'hui, vous allez-y à la récréation, à la fin des cours. On dirait une émeute, tellement il y a des enfants. Je n'ai rien contre ça, mais ça veut dire simplement que tous ceux qui ont les moyens n'amènent plus leurs enfants à l'école publique. Parce que ceux qui sont chargés de rendre cette école publique comme il faut. Ce sont eux-mêmes qui ont fait en sorte que l'école publique ne marche pas. Donc, ces réformes ne servent à rien. C'est comme cela que petit à petit on a désorganisé l'école. Petit à petit on a désorganisé l'école. Donc, c'est dans tous les domaines. J'ai parlé de l'école. Je pouvais parler aussi de la fonction publique. Je pouvais parler des examens. On fait passer des gens qui n'ont même pas de moyens. Heureusement, notre pays a gardé son fort découragement. Quand on pensait qu'on avait perdu notre pays, j'avais juré dans les médias qu'un jour, peut-être avec nous après, il y aura des fils du Mali qui vont nous sortir de l'esclavage. Les militaires maliens sont délivrés depuis 2020. Et c'est la même chose. Les écoliers aussi. Et récemment, vous savez, les Maliens dans les meilleurs concours internationaux, on a remarqué que les Maliens sont parmi les 3-4 malgré les niveaux bas de notre école. Quand le ministre de l'Éducation a rendu compte, séance tenante, le président a décidé de créer un centre d'intelligence artificielle et de on a posé la première pierre. Les résultats maintenant, c'est 120, 30 ans. Il faut commencer par quelque chose.
que ces moyens existent dans notre pays. Il suffit d'organiser la lutte contre la corruption comme il le faut. La transition d'une justice vertueuse, et je crois que les acteurs de la justice sont en train de travailler sur ça. La justice protège les pauvres de son droit et punit les riches de son tort et vice-versa. Récemment encore, mesdames, messieurs, lors de la rencontre avec le comité chargé de l'application du programme national d'éducation aux valeurs, ils ont cité une série d'exigences, de qualités que le dirigeant doit avoir. Je leur ai dit, noir sur blanc, qu'un dirigeant, il doit être d'abord légitime. Soit il est élu ou c'est le peuple qui l'apporte. Mais surtout, il doit avoir de la vertu. Il faut qu'il donne l'exemple. Si le premier dirigeant ne donne pas l'exemple, il a beau parler, il n'y aura rien dans le pays. C'est pour cela que souvent en Afrique, on a des grandes déceptions. Parce qu'au début, tout va bien, mais après le deuxième verre, là, on oublie comment et pourquoi on est venu. Et c'est pourquoi chez nous, au Mali, souvent, je rappelle aux hommes, n'oubliez jamais comment ce pouvoir est installé. Ce pouvoir est installé d'une façon particulière. Ce n'est pas la même chose qu'en France, aux États-Unis, au Burkina, au Niger. C'est le peuple qui s'est levé à cause de l'insécurité qui n'est pas d'accord. C'est le peuple qui s'est levé pour exiger la transparence. Celui qui oublie ça dans son action au quotidien, tôt ou tard, le peuple va dire non. Je le répète souvent, certains pensent que c'est pour faire les bagabagas, mais en réalité, c'est la vérité. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. L'État, mesdames et messieurs, c'est la force. L'État, c'est la loi. Et aujourd'hui, on a une armée forte, on a des juges qu'il faut aider à appliquer la loi dans tous les sens qu'il faut. Donner aux juges des bonnes lois. Ne mettons pas à les critiquer et oublier qu'ils appliquent. S'il y a des brebis galeuses, identifions-les, sanctionnons-les, que tout le corps ne soit pas frappé par ce que les gens disent. Mesdames et messieurs, la fermeté et l'exemplarité des dirigeants, c'est ça qui fait avancer le pays. Et dès la première réunion du nouveau gouvernement, le 13 juin 2021, dans le discours que j'avais lu, il y a une phrase où il est dit qu'il faut désormais gouverner par l'exemple. Si les dirigeants ne donnent pas l'exemple, ça ne sert à rien de faire des séminaires, de changer chaque chef qui vient, qui crée sa public de corruption, on met des gens, on fait des séminaires, mais si lui-même ne donne pas l'exemple, ça ne marchera pas. On ne peut pas croire qu'on peut lutter contre la corruption dans un pays où on détourne 80% de l'argent destiné à l'outil de défense. On ne peut pas croire qu'on peut faire avancer un pays quand on détourne 80% de l'argent destiné au pays. Vous avez beau créer des structures, vous avez beau nommer des juges, ils ne pourront pas changer. Parce que c'est ceux qui sont à la tête qui le font. Et si ils le font, en ce moment, les autres ne peuvent rien. D'ailleurs, si vous ne le faites pas, c'est vous qu'on a accusé de corrompre. Moi, j'ai vu ici des gens très corrompus parler sur les réseaux pour accuser d'autres personnes de corrompus, parce que c'est ce qui marche au Mali. C'est pourquoi la loi sur la cybercriminalité, si elle est bien appliquée, elle vient régler beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a des gens au Mali qui ne travaillent pas, qui ne font rien, mais qui ont de l'argent, qui sont dans des véhicules 4x4, ils ont des maisons. Mais c'est l'arrêt de la corruption. La technique, c'est quoi? Ils attaquent un dirigeant, on l'insulte, on le salit, et puis ils les appellent à voter brutalement. Ils donnent des enveloppes et disent Allah Kamakana, donc tiens tout. Et puis il prend ça, il met en poche, il achète un véhicule, il cible un autre. Souvent même ils piègent des ministres. Moi je connais des ministres qui ont été piégés comme ça. Ils appellent quelqu'un, ils disent bon je vais faire ça, il faut que vous m'aidiez. Le lendemain, les gens sortent sur les réseaux pour vilipender le responsable. Mais le jour où on a voulu l'attaquer, là c'est enregistré, il dit que le jour de son jugement il va sortir. Et le pouvoir a
trouver les arguments pour ne plus les. Mais le Mali est plein de gens comme ça. Et tout ça, on doit être organisé pour combattre tout cela. Il apparaît donc, mesdames et messieurs, que la corruption est un phénomène complexe et sa lutte implique plusieurs acteurs, à savoir les outils de contrôle et de vérification, la justice et la société civile. Chaque acteur doit jouer sa partition dans ce combat. Vous voyez des gens, en son temps, à citer le président Miko Saladi. Il y a des gens qui vont se battre pour qu'on arrange leurs enfants, on les met dans l'armée. Mais ils ne vont pas pour se battre. L'armée, c'est un sacerdoce. Quand vous partez dans l'armée, vous décidez d'aller dans l'enseignement, dans la médecine, ce sont des sacerdoces. On ne vient pas pour s'enrichir. Mais si vous voulez, vous allez faire des arrangements pour mettre votre enfant dans l'armée. Il part, il meurt, vous en prenez au président. Vous arrangez pour mettre votre enfant dans l'armée sur la fête des fausses notes. On a pris des parents qui viennent à la fenêtre donner des fausses notes. Au début de la transition, on les a mis en prison. Et les enfants et tout le monde. Ça a cessé. Ça veut dire qu'on peut trouver des solutions. Et ce monsieur, c'est lui qui vient se plaindre. Après, il va intervenir auprès de quelqu'un. On nomme son enfant directeur qui ne connaît rien du tout. Il vient, il terrorise les gens. Ah, c'est le parent du Premier ministre, c'est le cousin du président, et c'est ceci, c'est donc il est servi de l'Église. Il ne coûte personne, tout le monde a perdu. Ça, c'est la corruption qui a mené ça sur nous. Après, tu entends le même monsieur dans les grèves. Ah, vraiment, la justice, là, elle nous fatigue. Alors qu'il lui-même a commencé par là. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, il est important à ce niveau de préciser que la direction générale du contentieux de l'État, comme l'a dit son directeur, n'est ni une structure de contrôle, encore moins une institution. C'est un service chargé de la défense des intérêts de l'État et de sa représentation devant les instances juridictionnelles. Elle est en outre chargée de la sauvegarde des biens patrimoniaux de l'État et de l'exécution des décisions. La DGSE assurant la défense des intérêts de l'État est donc de fait impliquée dans la lutte contre la corruption. Elle se constitue partie civile à l'occasion des jugements, des procédures et actes de corruption d'atteinte aux biens publics d'enrichissement illicite, afin que l'État et les autres organismes publics victimes puissent être rétablis dans leurs droits et que les fonds détournés puissent être retrouvés. C'est dans ce cadre et à l'issue des procédures judiciaires favorables que la direction générale du contexte de l'État doit engager des actions pour l'exécution de cette décision et donc pour le recouvrement des fonds détournés. Vous savez, lorsque nous sommes venus à la primature, il y a un service que nous avons intégré. L'État l'État perd. J'appelle le directeur. Il me dit, oui, c'est comme ça, mais au Mali, là, ils font perdre à l'État. Je les laisse aller, je fais mes vérifications. Je me rends compte qu'il n'a même pas envoyé un représentant de l'État. Vous imaginez, on doit défendre les intérêts de l'État. Ils n'ont même pas envoyé un représentant de l'État. Et il vient, il accuse les juges. J'ai appelé mon directeur de cabinet, je ne dis pas brûler son décret, en attendant pas que quelqu'un brûle le décret. C'est comme ça qu'on trompe. On les montre comme des structures. On ment. Les gens, comme dit le président Moussa, trop poli pour être honnête. Quand vous voyez quelqu'un qui est très poli avec vous, avec tout le monde, il va vous tromper. C'est comme ceux qui disent, Anteri, comment il l'appelle, André Saïno, Isaya n'a été marché, donc, le monsieur il a été relevé en attendant qu'on trouve quelqu'un pour le remplacer. Parce que lui, au lieu d'envoyer un représentant de l'État, les avocats de l'État, dorment chez lui, prendre la brosse, peut-être qu'il est dans des business avec les gens, moi je ne sais pas. Parce que tout ça là, c'est la corruption. C'est vous dire, mesdames et messieurs, vous voyez les gens du protocole, et là, ça ne les intéresse pas, ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit là, chacun va prendre la danse qui l'intéresse. Ils sont annulés là, ils peuvent aller, vraiment ils sont exclus. Donc, ils vont dire ce que j'ai dit.
Parce que nous, on a un rôle de sensibilisation et d'éveil des consciences. Au Mali, vous entendez tout le monde. Ah, les juges sont corrompus au Mali. Mais en réalité, les juges ne font qu'appliquer la loi. Et puis c'est le corrupteur qui va parler aux politiques. C'est pourquoi j'ai dit que c'est la direction du pays qui imprime les marques dans le pays. S'il est sévère avec tout le monde, là, il n'y aura pas de corruption. Mais si tout le monde rentre dans la corruption, les juges aussi, s'ils ne font rien, on va les jeter à la maison, on va les dire, et te fouiller. Moi-même, je ne sais même pas si tu vas aller au paradis. Tout le monde est en train de s'arranger, ça c'est en train de nous faire de la morale. Mesdames et messieurs, c'est dans le cadre de ces procédures que je voudrais encourager la direction de la défense et tous ses partenaires à faire le nécessaire pour que nous puissions aller de l'avant dans la défense. L'exécution de toutes ces missions ne faisait pas sans difficulté. Parmi celles-ci, on peut noter la faible implication de la direction générale du contentieux de l'État dans le traitement des affaires. Je viens de vous donner un cas, je ne veux pas citer les gens, mais il faut être impliqué très sérieusement et très consciencieux. Il manque souvent des moyens élémentaires pour faire les missions, en personnel, en moyens financiers. La méconnaissance de certaines attributions de cette institution. On ne connaît pas, je viens de vous expliquer, ce ne sont pas des juges, ce ne sont pas des organes de poursuite. Ils sont là pour défendre les intérêts. Les difficultés liées à l'exécution matérielle des décisions de justice. Vous savez, souvent la justice prend des décisions. Quelqu'un va avoir une politique. Si c'est de l'argent, on dit qu'il n'y a pas d'argent. On implique beaucoup. L'argent ne se paye jamais. Donc la décision de justice, là, elle reste là, mort. Et ça, le contentieux de l'État n'a rien à faire. Souvent aussi, comme je l'ai dit, il y a des négligences coupables. Le manque de synergie avec certains intervenants. Comme je vous l'ai dit, chaque président qui vient, il crée sa culture de contentieux. Il y en a tellement au Mali qu'ils rentrent eux-mêmes en concurrence. Vous voyez le rapport d'un, l'autre vous dit non, ce rapport ne vaut rien. Vous avez certains autres qui vous disent que ça ne vaut rien. Maintenant, quand le président a pesé contre quelqu'un, au lieu de faire des débats politiques avec lui, il le combat politiquement, il utilise tout ce cafouillage-là pour le mettre en prison, pour s'arranger, pour le faire taire. Ça ne peut pas faire avancer le pays. Un homme politique, il faut te battre avec tes idées. C'est pour ça que moi je dis à certains, personne ne me verra tant que mon esprit n'a pas changé. D'amener un homme politique à l'injustice pour ce qu'il a dit, ou un homme de presse. Il faut le combattre sur le terrain politique et sur le terrain médiatique. S'il ment là, la vérité sera. Mais même au Lidoran, tu vas avoir des juifs. On le met en prison. Ou bien le président il repart donc avec pour tout là. Maintenant, si quelqu'un ose le dire, on prend la personne, on le met en prison. Mais le pays ne peut pas avancer comme ça. En Afrique, c'est ce que les gens font. Et après, on accuse les juges. Alors que les pauvres, s'ils ne font pas, eux aussi, on va les relever. Donc, chacun se cherche. Ni Camille Nyamobo, la Massirani Manta. Les autres ne vont pas aller. Vraiment, je voudrais inciter sur cela. Parce que les contentieux de l'État, la justice malienne sont souvent l'objet de beaucoup d'accusations qui viennent souvent de la population, qui viennent souvent des décideurs, et on doit tout faire pour éviter ces choses. Mesdames et messieurs, en un mot, nous devons choisir, nous devons donner l'exemple. Ceux qui sont dans les postes de responsabilité. Il y a de très hautes responsabilités quand les gens les atteignent. Ils ne vont jamais manquer de quoi vivre, ni pour eux, ni pour leur famille. Mais s'ils veulent des multimilliardaires, ils deviennent des corrompus. Ils ne peuvent pas diriger le pays. Sinon, quel dirigeant meurt de faim? Mais si j'ai accumulé des milliards, ça veut dire qu'on prend, on dit si tu laisses ton laisse ce cahier là, c'est que tu es en train de voir le faire de plus. Cette question-là, on doit être conscient et chercher les solutions. Sinon, tous ceux qui sont là, et nous-mêmes, on a assisté à ce séminaire de lutte contre la corruption. Donc, on fait des bons discours, on s'en va, et dans les statistiques, on vient dire, ouais, telle année, il y a eu un séminaire.
séminaire de lutte contre la corruption, on prend des comptes, il n'y a rien. Parce que la volonté de faire avancer les choses, il faut que cette volonté s'impose d'abord. C'est après que le reste. Je voudrais ici, mesdames et messieurs, rendre un hommage aux hommes de droit. Vous savez que lorsque nous avons été frappés par l'embargo de la CEDEAO, on dit ces choses-là parce que ça nous fait pour pas faire. Nous avons fait les sorts du Mali. C'est les hommes de droit du Mali qui se défendent. Et ils ont mis à nu ces messieurs qui ont utilisé l'arbitraire pour nous frapper. Même si vous avez utilisé la mesure. Je voudrais au passage aussi rendre hommage à notre compatriote de Daniel Tissot, qui était la commission de la Union en ce moment. Et honnêtement, il a fait un travail contre. On peut être contre ses opinions politiques, ça c'est autre chose. Mais il a fait ce qu'il voulait. Je ne pouvais pas finir ce discours-là sans parler de ces hommes. Et j'insiste encore de finir par ça. Il faut que nos hommes de soi, nos militaires, on les met dans les conditions pour qu'on puisse avoir. L'État, c'est la force. Lorsqu'on les bannit dans une société, tous les autres compartiments ne pourront pas construire. Donc, ce sont ces mots que je voudrais dire à tout le monde et vous dire que le contentieux de l'État a une idée extrêmement utile d'organiser ceci. Ce que je souhaite, il ne faut pas que ça soit un séminaire de tout. Parce que ces réunions-là, on a organisé beaucoup. La corruption ne s'est jamais développée dans notre pays, plus que les dernières années. On avait tellement de séminaires, d'ateliers, de lutte contre la corruption. Je voudrais que cette rencontre soit une rencontre pour les recevoir. Au sortir de cela, le ministre de la Justice et les instruments nécessaires pour que la refondation devienne une réalité. Et c'est en vous souhaitant plein succès, mesdames et messieurs, que je déclare ouverte la journée d'échange sur le rôle et la place de la direction générale de la coordination de l'État en matière de lutte. J'ai été très long, mais j'ai fait exprès. Parce que nous sommes dans un travail de sensibilisation et d'éveil des consciences. Il y a des gens qui ont écouté certaines parties du discours plusieurs fois, ça ne les intéresse même pas.